Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors on apprenait mercredi dernier dans le Canard enchaîné que Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, avait à étouffer un rapport de l'inspection des finances qu'il avait quand même lui-même commandé. Ce rapport décortiquait les super profits des concessionnaires d'autoroutes et proposait de baisser les péages de 60% sur les 2/3 du réseau. Sachant que malgré les bénéfices records des sociétés d'autoroutes, on apprend tout de même que le prix des péages va augmenter de 5% en moyenne à partir du 1er février. Alors comment expliquer finalement le manque de réaction du gouvernement face à ces augmentations constantes des concessionnaires d'autoroutes, des prix de péage? L'État ne pourrait-il pas mieux contrôler ces concessionnaires? Par ailleurs, cette affaire, révélée par le Canard enchaîné, du contrat étouffé, on va dire, du rapport étouffé, montre une possible collusion entre le pouvoir et les concessionnaires, ou plutôt une simple volonté de discrétion dans un domaine où l'État n'a pas vraiment fait preuve d'efficacité. Enfin, avec ces chiffres que nous voyons dans ce rapport, eh bien, le principe même de la privatisation peut être interrogé, puisque l'État peut-être aurait pu être bénéficiaire en regardant les autoroutes. C'est toutes ces questions qui se posent aujourd'hui et que nous aimerions poser à nos deux spécialistes. Vincent Delahaye, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sénateur UDI de l'Essonne et ancien rapporteur de la commission d'enquête sur les concessions autoroutières menée en 2020. On va revenir sur ce rapport, évidemment, de la commission d'enquête. Vous avez également publié le 9 juin dernier, je crois, une publication, Société d'autoroutes en 2021, pour un meilleur partage des recettes de péage entre actionnaires, État et automobilistes. On va revenir sur cette idée de partage des recettes. Et puis nous sommes également avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre Chasseret. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes. Alors, je vais commencer par donner la parole à monsieur le sénateur. Vous étiez, monsieur Delahaye, donc on l'a dit, vous êtes auteur d'un rapport dans lequel vous pointiez déjà à l'époque du doigt les grands bénéfices de ces concessionnaires autoroutiers. D'ailleurs, vous proposiez qu'il y ait des renégociations de contrats avant prorogation. Finalement, vous êtes surpris par les annonces du Canard enchaîné? Pas du tout. En fait, ces annonces et ce rapport, alors ce rapport n'a pas été rendu public. Il y a des rapports qui ne sont pas rendus publics, il y en a d'autres qui sont rendus publics. En fait, c'est décidé par le ministre et par le gouvernement. Moi, je trouve que c'est dommage parce qu'en démocratie, on a besoin de transparence et pour moi, tous les rapports devraient être rendus publics. Mais ce que j'ai pu en lire dans le Canard enchaîné, donc ce ne sont que des extraits, mais ces extraits finalement valident totalement les résultats de notre commission d'enquête, puisque nous avions pointé, nous, une surrentabilité de ces concessions d'autoroutes historiques, puisque en fait, il y a des nouvelles concessions plus récentes qui ont des bons contrats, mais les historiques n'ont pas de bons contrats. Et du coup, ça fait que les sociétés, notamment Vinci et Eiffage, ont des rentabilités bien supérieures à ce qu'elles attendaient au départ. Oui, quand vous dites pas de bons contrats, c'est pas de bons contrats pour nous, pour les Français, pour le gouvernement, mais pour eux, ce sont de très bons contrats. C'est des contrats, oui, c'est des contrats qui ont été conclus entre l'État et lui-même. Ouais. À l'époque, il y avait une société d'économie qui était contrôlée par l'État, et quand vous concluez un contrat avec vous-même, vous ne faites pas forcément super attention. C'est plutôt formel. Et en réalité, ces contrats n'ont pas été modifiés au moment de la privatisation, d'abord par Lionel Jospin, 20% des autoroutes du sud de la France, et puis ensuite par Dominique de Villepin, en 2006. La totalité. Donc c'est vrai que c'est ce péché originel, en fait, c'est ces contrats sur lesquels, bien sûr, les sociétés d'autoroutes s'assoient et disent surtout ne rien négocier. Je pense que le gouvernement ne met pas assez de pression. Il doit être un peu traumatisé par ce qui s'est passé en 2015 avec Ségolène Royal, qui avait décidé unilatéralement de geler les tarifs de 2015. Et ensuite, il y a eu un rattrapage jusqu'en 2023 qui, en fait, est plus important finalement que ce qu'aurait été la hausse de 2015. Donc, les sociétés d'autoroutes en ont été bénéficiaires et l'État, finalement, laisse faire le contrat chaque année et puis demande aux sociétés d'autoroutes quelques mesurettes. Alors, on voit, là, il y a quelques réductions qui sont opérées sur les courts trajets, mais en fait, on ne sait pas ce que ça représente. Oui. On ne sait pas ce que ça représente en nombre d'automobilistes concernés, on ne sait pas ce que ça représente en montant, et on sait que la hausse va être près de 5%, en fait 4,75%, mais en fait on ne sait pas tout ça, il n'y a pas de transparence. Donc on a l'impression qu'on nous fait des cadeaux, qu'on fait des petits gestes vis-à-vis des automobilistes, mais en réalité,
pour moi, ce sont des mesurettes. Tant qu'on n'a pas les chiffres et tant qu'on ne nous donne pas cette transparence, pour moi, c'est pas suffisant du tout. Il faudrait que le gouvernement soit beaucoup plus ferme vis-à-vis des sociétés d'autoroutes, qu'elles nous mettent enfin autour de la table. Moi, c'est ce qu'on avait demandé. Hein. Dans notre rapport, on avait demandé à ce que, d'abord, il n'y ait plus de prorogation de ces contrats, parce qu'on n'arrêtait pas de les proroger contre les travaux, et c'est toujours favorable aux sociétés d'autoroutes parce que les résultats sont super intéressants pour ces contrats, et qu'on nous mette autour de la table pour discuter de l'équilibre financier de ces contrats, pour qu'on puisse dire effectivement il y a ou il n'y a pas surrentabilité. Et à partir du moment où il y a surrentabilité, ben, l'argent, nous on l'a chiffré à plus de 30 milliards d'ici la fin des contrats. Cet argent-là, effectivement, il doit faire l'objet d'une discussion pour voir comment on partage entre les actionnaires d'un côté, l'État et aussi les usagers. Oui, parce que vous le rappeliez également dans le rapport, je crois que les concessionnaires ont racheté ces contrats en 2006 avec l'objectif de faire 8% de rentabilité. Finalement, un objectif qui sera atteint cette année-là pour Vinci, pour Eiffage, c'est ça? Voilà. Oui. En 2023 pour Vinci, et on va voir les résultats de 2022, mais puisqu'on actualise chaque année nos prévisions, mais on va avoir les résultats de 2022 là, début mars sans doute, et on pourra les actualiser, mais pour nous, en 2023, Vinci aura atteint ses 8%, et en 2024, Eiffage. Oui. Et donc jusqu'à la fin de leur contrat, qui vont jusqu'en 2036, en fait, en tout cas pour les plus longs, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle, nous, de la surrentabilité. Parce que l'inspection générale des finances, dans le rapport commandé par Bruno Le Maire, disait on va atteindre 12%. Nous, on était un petit peu en dessous de 12%, mais après, on peut regarder les calculs, mais en tout cas, on est en phase avec ce rapport. Oui, mais parce que là, ça veut quand même dire, vous dites la fin du contrat 2036, ça veut dire qu'en fait, bon, je ne connais pas beaucoup d'entreprises en France qui aient cette rentabilité-là. Les objectifs de l'entreprise ont été atteints avec 12 ans d'avance. Voilà. Chers Français, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient pouvoir en dire autant de leur entreprise. Malheureusement, en ce moment, c'est pas tout à fait dans l'air du temps. Pierre Chasseret, porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes. Je pense que là-dessus, vous êtes tout à fait accordé avec Vincent Delahaye, sénateur UDI de l'Essonne, concernant le fait qu'il y a un problème de sur-rentabilité. S'il n'y avait que sur ce point que j'étais d'accord avec le sénateur Delahaye, il y en a tellement. Je pense qu'on a un sénateur qui se positionne comme on l'aime, c'est-à-dire du côté des intérêts de l'État comme du côté de l'intérêt des automobilistes. Et ça, sur tous les sujets. Ce sujet autoroutier, là où il pose un vrai problème, c'est qu'en fait, chaque année, on est dans une augmentation systématique, piégée, paralysée par des contrats, que l'État, aujourd'hui, n'ose pas dénoncer parce qu'il n'y a pas 50 possibilités. Soit l'État rachète les sociétés, les concessions autoroutières. Le temps, ça va coûter très cher. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Soit l'État attend la fin des durées des concessions et dans ce cas-là, les automobilistes se font plumer jusqu'au bout. Soit il y a du courage politique. J'ai étudié la question. Il n'y a qu'une seule solution. Dénoncer les contrats devant le Conseil d'État au titre que ces contrats de l'époque ne répondent plus à l'intérêt général. C'est un motif de saisie du Conseil d'État, un motif sur lequel on pourrait l'emporter. Moi, j'ai peur que les sociétés d'autoroutes jouent la montre en se disant de toute façon, on a les contrats, on est protégé, on peut aller au bout et puis continuer à tondre l'automobiliste. J'ai peur que l'État soit très frileux. Je pense que j'aimerais bien savoir ce que pense le sénateur Delahaye là-dessus. Mais que pensez d'une piste de solution qui serait d'oser politiquement dénoncer les contrats devant le Conseil d'État? Alors, monsieur le sénateur, je vous laisse répondre à Pierre Chasseret. Oui, bonjour à Pierre Chasseret. Et moi je pense que c'est une piste, en tout cas c'est une piste de réflexion que je regarde actuellement et que j'étudie, parce que c'est vrai que ça peut être une façon de mettre la pression. En tout cas, le fait d'en parler régulièrement dans les médias et que vous en parliez ce matin avec nous, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui assure de la pression à la fois sur le gouvernement, sur le ministre qui, effectivement, de façon, entre guillemets, un peu confortable, n'a pas trop envie de discuter de ça. Bon, allez, c'est 4,75%, c'est basé sur l'inflation. Alors, c'est là où il y a aussi une erreur, 70% de l'inflation. Alors, quand l'inflation est faible, tout le monde se dit il ne se passe pas grand-chose, il n'y a rien. Mais en réalité, leurs charges, les charges des sociétés d'autoroutes par rapport à au prix du péage, c'est 30%. Donc, en fait, c'est sur les charges que joue l'inflation, hein, c'est pas sur le reste, sur leur marge, ça joue pas, ça joue sur leurs charges. Donc, ça devrait être 30% de l'inflation. C'est pour ça que moi, je dis que l'augmentation aurait dû être moins de 2% cette année et pas 4,75. Ce qui veut dire que l'augmentation qu'on va avoir cette année,
on va augmenter les profits encore des sociétés d'autoroutes. Et ça, jusqu'à la fin des contrats, en 2036. Alors, parce que les mesurettes dont on parle, c'est des mesurettes qui vont peut-être s'appliquer que cette année, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Et pendant ce temps-là, par contre, l'augmentation, elle aura été sur la durée des contrats. On va revenir sur cette indexation sur l'inflation. C'est en effet, en tout cas, la réponse des concessionnaires d'autoroutes. Et puis, on va revenir également sur le courage politique ou pas dont a parlé Pierre Chasseret. Tous ces sujets sur les concessions d'autoroutes, on continue d'en parler. Mais d'abord, un rapide point sur les informations. Il est 8h. Ligne droite. La table ronde. Et pour en parler, nous sommes toujours avec Vincent Delahaye, sénateur UDI de l'Essonne, ancien rapporteur de la commission d'enquête sur les concessions autoroutières, un rapport mené en 2020. Et puis Pierre Chasseret, porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes. Je voudrais juste, avant qu'on revienne sur un sujet important, celui du courage politique qu'a commencé à évoquer Pierre Chasseret, qu'on revienne avec vous, monsieur Delahaye, sur cette question de l'indexation sur l'inflation qui est en fait aussi la réponse aujourd'hui donnée par les concessionnaires d'autoroutes qui nous expliquent oui, mais nous, dans nos contrats, c'est comme ça, on est indexé sur l'inflation, donc l'inflation augmente, donc nos prix augmentent, c'est normal. Finalement, nous sommes en toute légalité. Et donc, vous disiez que c'était pas tout à fait juste ? Oui, c'est pas juste parce que effectivement, ce que je disais tout à l'heure rapidement, mais les charges des sociétés d'autoroutes représentent à peu près 30% de leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire du prix du péage, en fait, on a à peu près 30% de charges. Et l'inflation, elle joue sur ces 30%. Elle joue pas sur le reste. Donc, on devrait avoir dans les contrats plutôt autour de 30% de l'inflation, en fait, prise en compte, de façon à ce qu'effectivement on tienne compte de cela par rapport à leurs charges, mais pour le reste, on n'augmente pas leurs profits. Et alors, quand l'inflation diminue, comme en 2021, début 2022, vous n'avez pas vu les prix baisser. Parce que comme par hasard, alors que les contrats ne prévoient pas spécialement, quand il y a une inflation négative, qu'il n'y ait pas de diminution. Et en fait, ça n'a pas été appliqué cette année-là. Donc, il y a un peu de poids de mesure. Quand c'est pas très favorable pour les sociétés d'autoroutes, on ne fait rien. Et quand c'est favorable, alors là, on y va plein pot. Donc, c'est vrai que c'est assez frustrant. Mais légalement, en revanche, ils ont raison sur le fait que ce soit écrit comme tel dans le contrat, finalement. C'est écrit comme tel, sauf quand l'inflation est négative, comme je viens de le dire. C'est-à-dire en 2021, il y avait une inflation négative. En 2022, on aurait dû voir des prix baisser. Alors de peu, de peu de pourcentage, mais enfin, c'est quand même un gain qui, quand il est calculé jusqu'à la fin des contrats, parce que ça s'applique jusqu'à la fin des contrats, ces indexations, ça fait quand même des sommes assez considérables. Donc, c'est vrai que c'est pas normal. Alors c'est vrai que c'est légal, c'est-à-dire que le gouvernement va dire, et puis les sociétés d'autoroutes vont dire on applique le contrat. En fait, le gouvernement n'a rien négocié en la matière. Le ministre fait semblant de négocier, mais en réalité, c'est le contrat qui s'est appliqué. Donc, à un moment donné, il faut dire la vérité. Soit on cherche à négocier et à ce moment-là on met la pression et on prend les présidents des sociétés d'autoroutes, on les met autour de la table et puis on leur dit écoutez, c'est pas possible d'aller jusqu'à 5%, vous entretenez l'inflation, vous pesez sur le pouvoir d'achat et voilà, et vous assommez les automobilistes. Et dans ces cas-là, je pense que le gouvernement est en mesure d'obtenir des efforts. Si le gouvernement met vraiment une pression forte, je suis certain qu'il aura des résultats. Alors, comment expliquer, on va arriver à ce sujet quand même fondamental, comment expliquer aujourd'hui que visiblement le gouvernement ne met pas la pression suffisante, voire étouffe l'affaire, puisqu'on voit que ce rapport a été, on a préféré le passer sous silence plutôt qu'autre chose. Pierre Chasseret, vous parliez tout à l'heure de manque de courage politique. Moi, je suis allée en introduction, jusqu'à une question possible de collusion, je ne sais pas. Comment expliquez-vous que finalement Bruno Le Maire ne fasse rien face à ces concessionnaires qui, on l'a vu, finalement tirent toujours un peu plus sur la corde? Et vous imaginez un petit peu, le rapport préconise une baisse de 60% des tarifs. C'est-à-dire que tous les automobilistes, lorsqu'ils prennent conscience de ça, ils se disent on paye 60% trop cher. Donc fondamentalement, le ministre de l'économie et des finances, il a deux options. Soit Bruno Le Maire se dit bon, stop, ça suffit, on va dénoncer ces contrats devant le Conseil d'État, et il prend le parti de se mettre les sociétés d'autoroutes à dos. Mais son électorat, les automobilistes avec lui, soit il fait comme il a fait. C'est-à-dire qu'il se dit non, je recule devant le pouvoir des sociétés d'autoroutes, je mets le dossier dans un tiroir, le rapport dans un tiroir,
j'essaye de ne pas le rendre public politiquement, et puis je ne dis rien. Eh bien, ça, c'est la politique de l'autruche. Et pour l'instant, on est dans une politique de l'autruche, et pendant ce temps-là, pour l'automobiliste, les tarifs des péages sont 60% trop chers, le prix des carburants, il est 50 centimes trop cher, le bonus-malus écologique à l'achat du véhicule d'occasion, il a d'écologique que le mot, parce qu'en fait, il sanctionne les usagers, et tutti quanti. En fait, l'automobiliste, aujourd'hui, c'est celui qui paye. Voilà, c'est tout. C'est celui qui se fait tondre. Et là, ça suffit. Il va falloir un petit peu plus de transparence dans la vie politique et dans la vie publique, ne serait-ce que pour démontrer qu'aujourd'hui, l'automobiliste, je déteste cette expression, mais c'est une réalité. C'est la vache à lait. Oui. Et d'ailleurs, on continue sur cette forme d'injustice vis-à-vis des automobilistes. Je crois que vous aviez vous-même mis en avant, Pierre Chasseret, un rapport sur l'état des routes en France qui se dégrade, des routes et des autoroutes. C'est-à-dire que nous payons toujours plus cher pour des routes et des autoroutes qui, elles, ne sont pas forcément entretenues. Mais quel scandale! Quel scandale! L'État, il y a 10 ans, sous Nicolas Sarkozy, prélevait 34 milliards d'euros de taxes sur les carburants. 34 milliards sous Sarkozy. Aujourd'hui, les prévisions 2023, 44 milliards, 10 milliards de plus. Et face à cela, on s'aperçoit que le réseau routier français se dégrade, que le réseau autoroutier se dégrade, et qu'on paye toujours plus. Et un dernier rapport nous montre que dans 30% des cas d'accidents mortels, l'état de la route est prépondérant. Mais franchement, quand on voit ça, on a de quoi, à minima, se poser des questions, ou alors, si on a un esprit tout à fait normal, se demander si on n'est pas gouverné par des pingouins. Oui, et quelle est la réponse? À mon avis, on est gouverné par des pingouins. Non, mais attendez, c'est pas que je veux stigmatiser. Mais au bout d'un moment... Non, on ne va pas stigmatiser les pingouins. Non, mais exactement. Mais vous avez quand même remarqué ce qui se passe. On n'a plus que 28% des Français qui se déplacent aux urnes. On a quand même un problème de démocratie grave. Des Français qui ne croient plus en la politique. Il va falloir réconcilier les Français avec la politique. Des sénateurs, moi je me fiche totalement de la couleur politique, des sénateurs comme le sénateur de la Haye, qui bossent pour avoir une rentabilité de l'État, donc pour arrêter de pomper sur l'impôt, mais qui pensent à l'usager. Mais il y en a combien? Eh bien, vous savez, il y en a beaucoup. Le problème, c'est que ces parlementaires qui ont du courage politique, on ne les retrouve pas ensuite au gouvernement. Eh bien ça, moi, ça m'énerve. Parce qu'il va falloir des hommes politiques qui existent, des parlementaires, des députés de tout horizon confondu, et des sénateurs de tout horizon confondu qui ont les qualités, les compétences et l'état d'esprit nécessaires pour conduire un pays en ayant un esprit d'homme d'État. Vous voyez, quelqu'un qui va raisonner dans l'intérêt supérieur de la nation. Eh bien ça s'est perdu aujourd'hui. Oui, on le voit donc dans ces négociations qui ne sont pas faites finalement par le gouvernement vis-à-vis des concessions autoroutières. Je voudrais revenir également, Monsieur Delahaye, concernant cette proposition que vous aviez faite sur un meilleur partage des recettes de péage entre les actionnaires, donc l'État et les automobilistes. C'était quoi cette proposition ? Écoutez, on a dit qu'il y avait une surrentabilité, et je crois que c'est clairement établi, alors même si l'autorité de régulation des transports, l'ART, qui aussi fait des rapports régulièrement, qui a des gens compétents, mais sur les méthodes desquelles on a des choses à dire, et on n'est pas tout à fait en phase. Moi, je suis plus en phase avec l'Inspection Générale des Finances qu'avec l'ART, au niveau du calcul de la surrentabilité. Bon, à partir du moment où on a une surrentabilité, il faudrait qu'on se mette autour de la table pour bien arrêter ce principe. Parce que dès qu'on touche à quelque chose dans le contrat, même une virgule, les sociétés d'autoroutes disent « Attention, vous touchez à l'équilibre économique et financier des contrats ». Ça, c'est une notion importante. Et l'équilibre économique et financier des contrats n'a jamais été défini. Pour moi, c'est effectivement l'atteinte de la rentabilité qui était attendue au départ, c'est-à-dire les 8%. Et à partir du moment où on est au-dessus ou en dessous, alors normalement dans un bon contrat, parce que moi je suis plutôt pour la concession, parce que je pense que l'État ne gère pas très bien plein de choses. Oui. Donc, vous n'êtes pas pour un retour à la nationalisation des autoroutes. Si vous connaissez un service ou une infrastructure de l'État qui est bien gérée, vous me le dites. La plupart du temps, quand c'est bien géré, c'est que ça coûte très cher. Et en fait, on n'a pas le coût complet, mais si on avait le coût complet, ça coûte très cher. Moi, je suis plutôt pour faire donner cela à des sociétés qui savent faire, qui sont compétentes
mais à condition d'avoir un bon contrat et un bon suivi. Et un bon Une contrôle. délégation de service public, c'est un bon contrat au départ, bien négocié, et ensuite un bon suivi. Si on n'a ni l'un ni l'autre, ce qui est arrivé pendant un bon moment, même si maintenant on a un suivi un peu meilleur, mais en fait on ne le voit pas trop, mais il faut avoir le bon contrat et le bon suivi. Et aujourd'hui, c'est pas le cas du tout. Donc c'est vrai qu'il y a nécessité absolument de renégocier tout cela pour effectivement aboutir à un meilleur partage. Les 30 milliards que j'évoquais tout à l'heure, les plus de 30 milliards, ben, il faut que l'État puisse en récupérer pour faire des travaux, par exemple, effectivement, améliorer les routes qui lui appartiennent, parce que toutes les routes, pour dire à M. Chasseret, mais il le sait très bien, il y a bien sûr des routes qui sont nationales, mais il y a aussi des départementales, des communales, et il y a des routes qui sont pas bien entretenues, mais c'est aussi, ça dépend aussi des collectivités. Mais il y a nécessité d'avoir ça, et puis d'encourager les comportements vertueux, ce qu'on avait appelé les comportements vertueux. Ça peut être du covoiturage, ça peut être de l'utilisation de véhicules propres. En tout cas, avoir une incitation à ces comportements vertueux, je pense qu'aujourd'hui c'est nécessaire. Parce qu'on a besoin effectivement d'avoir un peu plus de justice dans la répartition de ces sommes, parce que prélever de l'argent, on en prélève des sommes considérables, parce que c'est à peu près 10 milliards par an, hein. Le produit des péages, on peut dire que, en tout cas sur les sociétés historiques, c'est à peu près 10 milliards. Et que sur ces 10 milliards, ben, il y en a une bonne partie qui, quand même, devrait pouvoir être répartie aujourd'hui entre des travaux et l'incitation des automobilistes à des comportements vertueux. Finalement, pour résumer, on a une surrentabilité dans cet argent en trop, on va dire. Vous proposez une répartition, évidemment, avec l'État et les concessionnaires et les citoyens. Mais pour les citoyens, pourquoi pas offrir une forme de cadeau pour les comportements vertueux? Là-dessus, je me pose une question, finalement. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement plus simple et plus juste également de demander dans la répartition que les prix soient de nouveau baissés des péages? Est-ce que ce ne serait pas plus simple, Pierre Chasseret? Mais ça, c'est l'évidence. Bien sûr qu'il faut une baisse des coûts, mais vous savez, moi aussi, je suis pas très favorable à une renationalisation, parce que déjà à l'époque, lorsque c'était uniquement l'État qui gérait, on avait des augmentations en pourcentage chaque année de la même manière. Et puis, je doute de la compétence de l'État à entretenir et gérer aussi bien qu'une entreprise. Mais en tout cas, ce que veulent les automobilistes, c'est facile. Ils veulent des péages moins chers. Oui. Parce que le problème, c'est que chaque année, l'écart se creuse entre les routes gratuites à l'usage, entre guillemets, hein, les routes nationales et départementales, et puis des autoroutes payantes toujours plus chères. Quand vous voyez qu'un Paris-Bordeaux, c'est aux alentours de 55 €, non mais attendez, il faut être fou pour imaginer ça. Vous avez 55 €, vous ajoutez les prix des péages, mais en fait, c'est plus du tout rentable. Vous ajoutez le prix des carburants, je veux dire, c'est plus du tout rentable. Donc, il faut revenir à un système pragmatique où l'autoroute, elle est faite pour tous, où on réussit à avoir des tarifs qui sont mesurés. On comprend que tout peut avoir un coût parce qu'il y a de l'entretien, et le fait de gagner du temps sur l'autoroute, eh bien, ça peut coûter un peu. Moi, je suis pour un meilleur partage de la richesse. Il faut que ça rapporte aux automobilistes, il faut que ça rapporte à l'État, il faut que ça rapporte aussi fondamentalement à ceux qui entretiennent le réseau. Oui, mais sur cette histoire de récompenser les comportements vertueux, vous en pensez quoi, vous? Non, mais c'est quoi un comportement vertueux? On va sombrer encore dans les idées écolo. Non, stop. Arrêtons avec ça. Aujourd'hui, l'autoroute, sa fonction, c'est quoi? C'est de gagner du temps et d'être en sécurité. Voilà, c'est tout. Point barre. On est sur des 4 voies, 3 voies qui permettent de gagner du temps dans la sécurité. Le comportement vertueux, vous savez ce que c'est au volant? C'est de bien se comporter, de respecter tant que faire se peut des limitations de vitesse lorsqu'elles ne sont pas stupides, et d'arriver à un espace d'équilibre sur la route qui fait qu'on n'a pas d'accident. Le comportement vertueux, c'est ça sur la route. Et c'est rien d'autre. Vous souhaitez réagir à ce sujet, monsieur le sénateur? Non, mais moi je comprends la réaction de Pierre Chasseret. Pour ma part, moi je maintiens les conclusions qu'on a faites. Je dirais il faut quand même au moins aujourd'hui limiter les hausses de tarifs. Il ne devrait pas y en avoir quasiment. Compte tenu de la rentabilité, de la surrentabilité qu'on a, il ne devrait plus y avoir. On devrait aussi vérifier, parce que ça va être très dangereux, c'est vérifier les investissements des sociétés d'autoroutes d'ici la fin des contrats. Parce que elles vont avoir plutôt tendance, et moi je l'avais vu dans leurs chiffres,
à diminuer leurs investissements et à rendre des équipements à l'État en moins bon état qu'elles ne l'ont eu au départ. Donc ça, c'est très important. Et puis continuer à en parler, parce que c'est vrai que le gouvernement, on a l'impression que moins on en parle, mieux il se porte. Évidemment. Évidemment, sur ce sujet, c'est tranquille. On a un contrat, on dit on applique le contrat, c'est pas nous qui l'avons établi à l'époque, tout ça. Bon. Donc on se renvoie la balle, mais c'est vrai qu'il faut continuer à parler de ce sujet et puis pourquoi pas évoquer des choses effectivement qui vont plus loin, parce que c'est ce qui permettra de mettre la pression, voir si ces contrats effectivement sont contraires aujourd'hui à l'intérêt général, ce qui peut tout à fait être conclu, je pense juridiquement, et à partir de ce moment-là, pouvoir envisager de les dénoncer. Oui, parce que c'est intéressant ce que vous dites concernant finalement le fait qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas. Donc on rappelle tout de même que Bruno Le Maire a mis la poussière sous le tapis et a tenté d'étouffer ce rapport qui n'était pas à son avantage, c'est clair. Et puis même votre rapport de votre commission d'enquête, Vincent Delahaye, n'a pas forcément été très très médiatisé à ce moment-là, alors qu'il aurait pu permettre un débat et donc de mettre la pression sur le gouvernement également. On a essayé, en fait, il avait ce but-là aussi, il avait le but d'y voir totalement clair dans ses concessions historiques, et puis aussi de permettre d'alimenter le débat et de mettre de la pression. Et c'est vrai que pour nous, il a été un peu médiatisé, mais pas suffisamment, mais c'est pour cela qu'on l'actualise chaque année. Vous savez, moi, si j'avais écouté les sociétés d'autoroutes, on n'aurait rien publié. Parce qu'à chaque fois que je leur demandais des informations, c'était couvert par le secret des affaires. Alors c'est quand même marrant de la part de gens qui ont un monopole quasiment de dire il y a un secret des affaires, et puis on est quand même assez loin de la fin des contrats, mais bon, ceci étant dit, donc nous on a fait nos prévisions personnelles, moi j'ai fait mes prévisions personnelles avec la commission, et on les a publiées. Et ces prévisions, on les met à jour chaque année. On les met à jour chaque année aussi pour permettre justement d'en reparler et puis de revenir et puis de se dire est-ce qu'on s'est trompé, est-ce qu'on ne s'est pas trompé, est-ce qu'on est toujours en phase. Et moi je pense qu'on est toujours en phase et que même les résultats sont meilleurs parce qu'on a été prudent dans nos prévisions et que les résultats sont meilleurs que ce qui était prévu à l'époque. Et moi je suis surpris d'entendre le ministre Clément Beaune dire que les profits diminuent. C'est totalement faux. Les profits des sociétés d'autoroutes ne diminuent pas aujourd'hui, c'est pas vrai. Et on va voir les résultats 2022, puisqu'on va les avoir là, fin février, début mars. On verra bien que les résultats des sociétés d'autoroutes ne sont pas du tout en diminution. Donc il faut arrêter de dire des contre-vérités, des mensonges, alors qu'en réalité, les résultats restent très très bons. Et malgré la crise, malgré ce qu'on a connu, en réalité, les sociétés d'autoroutes n'ont pas beaucoup souffert. Et oui, ça c'est bien ce qu'on remarque, puisqu'on a quand même 12 ans d'avance sur les objectifs atteints. Moi, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui souffrent, entre guillemets, de cette manière. Merci encore, sénateur Vincent Delahaye, sénateur UDI de l'Essonne, ancien rapporteur de la commission d'enquête sur les concessions autoroutières, un rapport qui a été mené en 2020. Et puis merci à Pierre Chasseret, porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.